Bonjour, je suis Sylvain Grisot, urbaniste et fondateur de Dixit.net. Nous donnons ici la parole à celles et ceux qui font la ville d'aujourd'hui et de demain. C'est avec Jean-Laurent Casselli que l'on a rendez-vous aujourd'hui à l'invitation de la revue Place Publique et de l'Institut Kervégan. Jean-Laurent est journaliste et essayiste tourné vers les modes de vie et les questions territoriales. Il a notamment signé en 2021 avec Jérôme Fourquet La France sous nos yeux, qui vient de paraître en poche. C'est un livre singulier, une forme de portrait impressionniste de la France telle que les Français ne la voient pas. Autant de chapitres que de nouvelles touches qui composent une autre image de notre pays et de ses dynamiques et qui posent plus de questions qu'ils n'imposent de réponses. Et c'est sans doute ça une des grandes forces de cet ouvrage. N'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter sur Dixit.net pour ne pas manquer nos prochaines publications. Et bonne écoute. Une ville en pleine expansion. Les transitions à mener s'accumulent, l'énergie, l'agriculture, les mobilités. Monsieur l'administrateur délégué, vous êtes chargé de l'attribution et de la répartition des logements. Comment la situation se présente-t-elle? C'est une contribution au débat sur l'artificialisation des sols et les questions d'étalement urbain. On a privilégié la machine, la matière et l'énergie par rapport à l'être humain. C'est pour ça qu'on ne recycle pas bien les téléphones. And then perhaps the defining trend of the 21st century is population growth. On a une responsabilité sur l'épuisement des ressources et une responsabilité sur la perte de biodiversité. Chaque échec va permettre la prochaine fois de faire mieux et chaque échec est autant instructif qu'un succès. Des projets d'urbanisme qui sont indispensables du fait d'une circulation toujours plus intense. Ce plan est un plan que le public montait pour venir voir. Il s'agit du plan de sauvegarde de Nantes. Si on est une grande part du problème, on est forcément une grande part de la solution. On va peut-être couler moins de béton et miser plus sur l'intelligence et finalement changer de matière grise. Jean-Laurent Casselli, bonjour. Bonjour Sylvain. Alors Jean-Laurent, tu es journaliste, essayiste, alors plutôt tendance mode de vie et questions territoriales, peut-être plus, tu me diras. Et tu as signé quelques essais remarqués, mais c'est surtout autour de La France sous nos yeux que j'avais envie d'échanger aujourd'hui. C'est un livre que tu as écrit avec Jérôme Fourquet, publié en 2021 et qui vient de reparaître en édition poche. Alors c'est un livre assez singulier quand même, dans sa forme, dans son approche, c'est une forme de portrait impressionniste de la France telle que les Français ne la voient pas, ou la voyaient pas en tout cas, ou la voient pas encore. Impressionniste parce qu'il y a différents chapitres qui sont peut-être des touches ou des coups de projecteur sur des thématiques qui sont pas nécessairement en relation, en tout cas avec des relations qui sont pas complètement évidentes, mais qui à la fin composent une image claire et différente du pays. Alors j'avais tenté de travailler une parabole autour des fragments qui s'assemblent pour former une boule à facettes. Bon bref, j'ai pas réussi. Et puis c'est pas forcément la fête dans cette image. Donc c'est peut-être pas forcément pour le coup la boule à facettes. Mais avant qu'on revienne, peut-être pas sur le sommaire, mais sur le contenu en tout cas, j'aimerais que tu nous racontes un peu comment est né à la fois ce livre, ce duo peut-être, cette écriture à quatre mains, mais aussi cette méthodologie d'enquête, de récit. On y retrouve des données, mais aussi des imaginaires. On y parle de statistiques, mais aussi de culture. Et puis il y a une forme de scénario qui est tissé par le livre, qui n'est pas forcément apparente au début, mais qui apparaît progressivement. Alors pourquoi vous, pourquoi tous les deux, pourquoi maintenant, et puis pourquoi comme ça? Alors déjà merci de ton invitation sur l'île de Nantes, où on est réunis pour parler de ces sujets. En fait, c'est vrai que c'est un livre généraliste, même un peu panoramique, sur la société française qui se fait plus trop, moins de nos jours. Nous, on était un petit peu attachés à cette tradition d'année présidentielle, d'année électorale majeure où, tu sais, tout le monde se remet à s'intéresser à la France. Les correspondants étrangers des grands médias viennent faire des reportages dans les lotissements, à Paris, en bord de mer, pour essayer de comprendre justement les Français, où ils habitent, comment est-ce qu'ils vivent, etc. Qu'est-ce qui les anime. Et puis on s'est dit, voilà, c'est l'occasion. Jérôme Fourquet sortait d'un livre qui a été un grand succès, qui s'appelle L'Archipel français, prix du livre politique je crois en 2020 ou 2019, en tout cas qui est un livre qui parle
de société. Jérôme est un géographe de formation, les gens le connaissent par C'est dans l'air, par ses analyses politiques de l'IFOP, mais c'est quelqu'un aussi qui est géographe et qui aime la géographie et les cartes. Et on avait, moi de mon côté, j'avais travaillé plutôt, voilà, tu l'as dit, sur les modes de vie, les styles de vie, les univers de la consommation, le rapport au travail. Et puis il y avait aussi chez moi, je pense, un axe générationnel. Voilà, j'ai pas mal parlé des gens de ma génération, les fameux millennials, et j'ai grandi et vieilli avec eux, et j'ai continué à m'intéresser à eux. Et puis, voilà, c'est vraiment une rencontre, comme on dit dans Astérix, Cléopâtre. Mais vraiment, voilà, c'était le bon moment. Il y a eu un alignement. On avait envie de raconter la France, non pas seulement de la décrire, mais de la raconter. Avec, alors bon, c'est un petit peu un lieu commun, mais ce recours au livre culte qu'est les mythologies de Roland Barthes. Il parle du steak frites, il parle de la déesse, il parle des matchs de catch, de Paris Match, enfin d'un certain nombre de mythologies en fait de la pop culture et de la société de consommation d'après-guerre. C'est un livre qui a beaucoup marqué les 30 Glorieuses. C'est un livre sur la couverture duquel il y avait, je crois, justement une Citroën DS à l'origine. Donc nous, on s'est dit, voilà, pourquoi ne pas écrire les mythologies des années 2020, et surtout, on voulait aussi porter un regard rétrospectif sur les 40 années qui étaient passées, des années 80 à 2020, parce que c'était les années d'après les 30 Glorieuses, d'après-crise, et c'est les années d'après, donc on avait un nom de code pendant qu'on travaillait sur le livre qui était la France d'après. Parce qu'on trouvait que ce qu'on décrivait, c'était une France d'après. Alors évidemment, d'après quoi? D'après tout, en fait, d'après les 30 Glorieuses, d'après l'industrie, d'après le catholicisme, d'après cette société qu'on décrit de manière aussi parfois comme une reconstruction nostalgique, comme une société qui est peut-être plus lisible, plus simple à comprendre. Mais on voulait raconter la suite de l'histoire. Et on a fait un saut interprétatif, je sais pas, mais en tout cas un saut narratif par rapport aux livres qui se font, par rapport aux essais, on va dire, sur la France, parce que nous, on voulait raconter les transformations à hauteur d'hommes et de territoire. C'est-à-dire que concrètement, c'est un livre dans lequel tu vas trouver beaucoup de données statistiques, alors puisées aux sources publiques, puisées chez l'IFOP, parce que Jérôme y travaille et qu'on a énormément de données d'opinion, de sondages, puisées dans ce qu'on appelle aussi l'open data. On a travaillé avec 2 cartographes et data scientists qui sont excellents et qui sont un peu des spécialistes de comment aller chercher les bons coins à champignons data, et comment trouver les données, comment les faire parler aussi, comment les représenter, ce qu'on appelle la data visualisation, la mise en image en fait de ces fichiers Excel en fait, hein, et c'est tout ça qu'on a fait dans un travail donc plutôt quanti, plutôt macro, plutôt statistique, on va dire. Et puis il y a aussi un aspect beaucoup plus narratif, beaucoup plus journalistique, de description. Alors ça peut être on va dans une station de ski, on va à La Ciotat autour du chantier naval, on va dans un village de marque en périphérie de Lyon, on va chez Euro Disney à Marne-la-Vallée, donc on va dans le Trièves en Isère pour parler des néo-ruraux, à Tonnerre pour parler de la désindustrialisation. Voilà, donc on se balade un peu partout pour donner à chaque fois à voir au lecteur des exemples, des incarnations concrètes de cette France d'après, de cette France contemporaine, en étant si possible fluide, agréable à lire, sympa, parfois marrant, parfois surprenant, parce qu'on aime bien provoquer le lecteur en parlant aussi de pop culture, ce qui peut aller des séries télé aux émissions d'immobilier de Stéphane Plaza, en passant par les romanciers ou les photographes contemporains. Donc on fait vraiment feu de tout bois. Alors j'ai parlé de Roland Barthes, on utilise aussi beaucoup les objets fétiches ou totems de la pop culture, que ce soit la voiture, j'ai parlé de la DS, donc la Dacia aujourd'hui, qui dit autant sur le déclassement, la démonétisation peut-être de la société française que la DS en disait à l'époque, que ce soit des lieux comme voilà les zones pavillonnaires, les villages de marque, que ce soit un restaurant de tacos ou de kebab, ou un objet culte comme le barbecue, ou encore une pratique iconique type la danse country. Voilà. Donc on a vraiment ce patchwork de registres, d'approches, de méthodes, avec, je résume, hein, graphique, carto, datavis, petit tour de France incarné, monographie de territoire, reportage, et puis recours à la pop. Ça veut dire qu'on parle de plein de choses en fait, hein, dans ces facettes, dans ces fragments à la fois qui attirent entre la piscine, entre le barbecue. On parle de mode de vie, mais on parle aussi fondamentalement d'une économie qui se transforme, de cette tertiarisation qui se transforme quelque part discrètement,
on n'a pas voulu voir l'ampleur de la transformation. On y parle politique aussi. Et puis on y parle territoire beaucoup. Des territoires qu'on a l'habitude en France de classer par taille. Alors il y a Paris évidemment, hein, et puis après on va en général du plus grand au plus petit. Donc il y a ceux qui ont la croissance mais qui aujourd'hui n'en veulent plus. Il y a ceux qui la cherchent depuis longtemps et qui ont l'impression de l'avoir retrouvée ou trouvée enfin. Et puis il y a il y a tous les autres hein, qui les regardent depuis le rond-point. Alors vous avez remis au goût du jour un peu nos catégories épuisées, hein, par taille, en changeant de lunettes avec un subtil croisement de données issues de Wikipédia et puis les images reflétées dans les médias. Comment vous avez procédé et puis c'est quoi finalement la nouvelle catégorie, la nouvelle catégorisation qui émerge avec ces lunettes un peu de biais? Alors c'est vrai qu'on a toute une partie consacrée au territoire, hein, comme on dit, parce que, je l'ai dit, Jérôme est géographe d'origine. Moi j'ai beaucoup travaillé plutôt fait des sciences sociales, mais de la socio, mais j'ai beaucoup travaillé sur les questions de gentrification, les questions d'aménagement et d'habitat, et c'est des choses qui m'intéressent beaucoup depuis longtemps, donc on avait quand même ça, on avait ce tropisme en commun. Et en fait, ce qu'on a voulu faire, c'est une proposition un peu alternative pour alors classer, je sais pas, mais en tout cas raconter les territoires et leur transformation. Mais peut-être justement la rupture, elle est là. On n'est plus en train de classer et de les mettre les uns avec les autres, mais de les raconter. Alors on les raconte, alors comme on peut pas s'en empêcher, c'est vrai qu'on les a un peu reclassés quand même, mais je dirais que nous, notre proposition, c'est de dire on passe d'une opposition en termes, tu l'as dit, de taille ou de densité, à une opposition en termes d'attractivité ou de désirabilité. Voilà. Et le Covid a accéléré tout ça. Donc en deux mots, moi je présente ça comme si tu veux, un nouveau récit territorial ou un basculement du récit territorial ou même de la hiérarchie symbolique entre les territoires. Sachant que pour moi l'état de l'art, si tu veux, c'était l'opposition métropole-périphérie, on va dire, pour aller vite, avec cet objet métropolitain qui sort comme ça, voilà, pour des raisons à la fois de législation, mais aussi de description humaine et géographique et économique. Il y a une réalité métropolitaine, voilà, ces grandes villes qui attirent des populations, qui attirent du capital humain, comme on dit, des investissements, des sièges sociaux, toute une gamme de professions plutôt qualifiées dont on a parlé aussi comme des classes créatives, avec le conseil, la recherche, l'enseignement, les fonctions support dans les grands groupes, la finance, le numérique et l'informatique évidemment. Et c'est vrai qu'on a vu quand même, je trouve, ces grandes villes se reconfigurer sous l'influence de cette nouvelle économie qui est plus si nouvelle que ça. On est à l'île de Nantes, je pense que c'est un exemple assez typique de ça, avec des grandes écoles, avec des incubateurs de start-up, avec du tertiaire supérieur, avec aussi en pied d'immeuble toute une scène finalement gastronomique, culturelle, commerciale assez innovante, qui correspond aussi à ces populations, avec aussi, moi c'est ce que je raconte souvent quand j'arrive dans ces villes pour faire mon petit tour de France. Quand j'arrive avec ma valise à roulettes en sortant de la gare, je prends le tramway, je vois des cyclistes, des vélo-taffeurs qui me passent, qui me doublent, je vois des vaporettes, des magasins de vaporettes, mais je vois aussi de la restauration, des bars à salade, des coworking. Enfin, il y a une sorte il y a un paysage en fait, il y a un paysage culturel, même esthétique, tu vois, qui est pour moi qui donne cœur quand même, qui donne corps à cette strate territoriale, voilà, qui est quand même assez unifiée. Alors pour la blague, je suis arrivé de Strasbourg ce matin, donc j'ai fait Strasbourg-Nantes en train, et c'est vrai que je suis à la fois jet-lagué dans le sens est-ouest, et en même temps, je retrouve mes repères, parce que finalement, on est dans des villes très différentes, évidemment, mais dans des catégories un peu comparables. Et puis après, si on part de la description des métropoles, on arrive vite à décrire le reste comme du non métropolitain et du moins en moins métropolitain. Tu vois, c'est toute cette idée, tout cet urbanocentrisme qui fait que la métropole serait finalement la perfection urbaine, et puis plus tu t'en éloignerais, plus les gens déjà se déplacent en voiture, plus tu vas trouver de l'habitat individuel, plus tu vas trouver des supermarchés, des zones commerciales de périphérie, plus tu vas retrouver finalement le modèle un peu issu des 30 Glorieuses, qui a pas trop bougé.
Alors, pas parce que tu as plus de personnes âgées, parce qu'il y a aussi des jeunes ménages, il y a des actifs qui vivent dans ces territoires, mais il y a aussi il y a un autre style de vie, et je dirais qu'il est marqué par, encore une fois, la place de la voiture, la place de l'habitat pavillonnaire, le barbecue, quoi, si on veut être dans le lifestyle, le jardin, avec, je voyais ça dans le train, en voyant là, justement les petites maisons défiler sous mes yeux, et voilà, pour donner un peu l'état d'esprit aussi du livre, on raconte comment dans les jardins, les jardinets des Français, donc les parcelles se sont réduites d'ailleurs au fil des années, le trampoline a un peu remplacé la balançoire, et puis le petit Bouddha a volé la vedette au nain de jardin, quoi. Donc, il y a des transformations esthétiques aussi dont on parle, mais au-delà de ça, il y a vraiment cette idée, je dirais, qui s'est traduite sur le plan aussi de l'analyse politique, électorale et sociologique, que tu avais quand même une opposition entre deux France, si on joue un peu l'opposition un peu caricaturale, qui a été analysée en France, mais aussi au Royaume-Uni avec le Brexit, avec des Brexiteurs qui étaient plutôt des gens des petites villes, et des gens en faveur de l'Union européenne qui étaient plutôt des Londoniens, des gens qui travaillaient dans la classe créative, qui faisaient partie de ces classes créatives. C'est quelque chose qu'on a retrouvé évidemment aux États-Unis, dans beaucoup de pays, en fait dans beaucoup de pays occidentaux. Cette opposition à la fois socio-territoriale, on pourrait dire, elle fait sens. Et ce que je trouve intéressant, c'est que tu le vois aussi il y a aussi une expression culturelle de ça, une traduction culturelle, avec par exemple les romans de Nicolas Mathieu sur la France périphérique, mais aussi dans Connemara, dans son dernier ouvrage, une sorte de rom-com, en fait, de romance entre une femme qui est partie de Nancy pour travailler à Paris dans le conseil, qui est revenue à Nancy, et puis un garçon avec qui elle était en classe, et dont elle tombe amoureuse, et qui lui a grandi à Épinal, n'a pas bougé. Donc t'as vraiment cette opposition, pour employer les termes de l'essayiste britannique David Goodhart, entre les somewhere et les anywhere, les gens, donc les somewhere étant les gens ancrés, plutôt les gens qui n'ont pas bougé de chez eux, qui sont plutôt les catégories populaires, et puis les anywhere, ce qu'il appelle les anywhere, c'est-à-dire pas les gens qui sont de nulle part, parce que ça serait péjoratif, mais les gens qui sont plutôt de partout, en tout cas à l'aise partout, c'est-à-dire mobiles à la fois sur le plan littéral, qui prennent plus le train, la voiture ou l'avion, mais aussi mobiles dans le sens où ils ont bougé de leur terroir natal pour aller faire des études, pour bosser dans des grandes villes, pour faire des stages ou prendre un job à l'étranger, et qui sont aussi mobiles culturellement, parce qu'en France, c'est des gens qui vont maîtriser l'anglais, qui vont être à l'aise un peu dans cette globalisation culturelle, et on avait un peu cette opposition-là, je dirais, jusqu'à il y a quelques années, et moi j'ai l'impression qu'il y a eu quand même un basculement avec, en gros, cette période culmine avec la France moche de Télérama en 2010, et puis elle se fracasse sur la crise des Gilets jaunes, quoi, qui est un peu le moment où, comment on décrit la crise des Gilets jaunes, comme la révolte des ronds-points, qui est bien le signe que finalement c'est un élément, j'allais dire du patrimoine, mais en tout cas un équipement d'aménagement de la France périurbaine, de la France étalée, qui va définir une révolte sociale, quoi. Donc c'est pour dire le poids de ces aménagements, et le poids en fait que les représentations territoriales ont chez nous, y compris dans des périodes de crise sociale très fortes. Donc voilà. Je pense que depuis, il y a eu évidemment, dans le sillage des Gilets jaunes, il y a eu la crise sanitaire du Covid, qui a eu un très fort impact territorial, puisque pendant les confinements, on a retrouvé une géographie un peu des vacances, où les gens des grandes villes étaient partis dans leur maison secondaire, pour ceux qui en avaient, chez leurs beaux-parents pour d'autres, en Airbnb, enfin dans une géographie plutôt des petites villes et des territoires périphériques, et je dirais que ça a parachevé pour moi un mouvement qui était déjà dans l'air, qui était un peu ce que j'appelle la revanche culturelle de la France périphérique, tu vois, c'est-à-dire le retour de bâton, le retour du refoulé, en fait, pavillonnaire périurbain. Il y a eu des articles dans la foulée du Covid sur la revanche de la maison individuelle, enfin du soft power de la maison individuelle. Alors, est-ce qu'on peut reprendre justement un peu ces éléments, peut-être l'un après l'autre, parce que il y a aussi cette nouvelle classification, enfin en tout cas nouvelle pour moi, c'est-à-dire un peu cette classification de l'attention, et qui permet de voir aussi en travers ces catégories par taille, entre la France AAA et puis la France backstage, qui a peut-être moins d'attention, notamment médiatique, mais y compris on voit sur les stats Wikipédia ou autres, mais qui pour autant existe, est intéressante, et pour le coup à laquelle vous vous intéressez vraiment. Donc on a commencé à parler un petit peu de la métropole. Peut-être tu nous dises un peu là, depuis justement, que disent les Gilets jaunes. Vous avez fait un travail cartographique, notamment autour de Bordeaux, sur la géographie des actions des Gilets jaunes. Qu'est-ce que ça nous dit, et puis où en est un peu la figure de la métropole?
elle était dominante, on a l'impression aujourd'hui qu'elle est rongée par le doute. Est-ce que pour autant, elle s'effondre? En fait, voilà, c'est vrai que j'ai pas tout à fait répondu. Enfin, j'allais répondre à la question, mais j'ai fait un détour un peu long. Mais en tout cas, je dirais que ce à quoi on assiste là en ce moment, je pense, c'est aux prémices pas de la fin de l'ère des métropoles, mais il y a un livre de Guillaume Faburel, Les métropoles barbares, pour moi, qui encapsule bien ça, quoi. Je veux dire, rien que le titre dit ce rejet, en fait, dans une partie de l'opinion de ces villes qu'on disait si belles, si agréables, si réussies. D'ailleurs, il y avait, pour moi, l'indice que je cite souvent, c'est les classements immobiliers de l'Express, du Point ou de l'Obs, qui te racontaient... Oui, mais ça, c'est quelque part le regard de l'extérieur porté sur la métropole. Mais on a l'impression qu'aujourd'hui, au-delà de ça, la métropole elle-même doute, finalement, doute même de son modèle, de ses fondamentaux, de ses objectifs de croissance, de visibilité, d'attractivité. Où on en est là-dessus? Alors, effectivement, je pense qu'il y a une crise même de la notion d'attractivité qui devient pas un mot tabou, mais en tout cas un mot un peu sale. Et bon, peut-être que le déclic, la traduction politique de ça a été le passage des Verts dans pas mal de grandes municipalités, élus par une population qui, paradoxalement, a une certaine qualité de vie dans les métropoles qu'elle veut préserver. Et qui, pour moi, on peut aussi le voir comme un coup d'arrêt mis à l'attractivité, dans le sens si l'attractivité c'est, tu sais, plus d'investissements, plus de grands équipements, d'infrastructures, plus de pollution automobile, etc. Voilà. C'est aussi le syndrome du dernier arrivé qui ferme la porte. Oui, et c'est aussi, je pense, en fait, ce qui est intéressant, c'est que les territoires gagnants eux-mêmes sont pris à leur propre jeu et voient aujourd'hui si tu veux, les nuisances, le prix à payer pour être les stars territoriales. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on pense à Nantes, à Bordeaux, de quoi on parle pour Nantes de l'insécurité, c'est quand même assez nouveau. Pour Bordeaux, des difficultés, alors du prix de l'immobilier, d'abord. Clairement, les Parisiens. D'ailleurs, à Nantes aussi, on parle des Parisiens partout. À Marseille, on parle des Parisiens partout. Le Parisien étant un mot-clé, un mot valise, enfin pas un mot valise, mais un concept pour en fait véhiculer cette idée des gens qui viennent d'ailleurs, qui peuvent être d'ailleurs des gens du cru qui reviennent, hein, mais cette tension, bien souvent, en fait, c'est le cas. Voilà, cette tension immobilière sur les villes. Et donc il y a un peu une panique, une panne de l'attractivité parce qu'on voit que le prix à payer quand même est assez cher, dans tous les sens du terme. Et moi je le relie à un phénomène, si tu veux, générationnel, qui est que pour avoir travaillé sur la gentrification, je me suis rendu compte que, tu vois, on avait vraiment ces tendances immobilières qui se déplaçaient de quartier en quartier, avec les quartiers délaissés, intramuros, et puis après les faubourgs ouvriers, les banlieues populaires, puis après la première couronne, etc. Et en fait, je crois qu'on arrive un peu à la fin, en fait, au plafond de verre de la gentrification dans les grandes villes. Et je le vois vraiment chez les jeunes, en fait, quoi, chez la nouvelle génération de jeunes qui auraient été clairement des jeunes gentrifieurs, voilà, très éduqués, qui viennent dans les grandes villes, etc., qui eux-mêmes sont en déclassement. Et je vais raconter une anecdote qu'on m'a racontée la semaine dernière, c'est que j'ai parlé avec quelqu'un qui travaille dans la finance en Ile-de-France et qui me parlait de ses équipes de jeunes recrues qui commencent leur carrière à 70 000 € par an, à 23 ou 25 ans après leur école de commerce, et qui en fait se sentent déclassés sur le plan immobilier, parce qu'à Paris, sans apport parental mirobolant, ça permet d'acheter sur les bouts de ligne, en fait, de métro, et pas les plus sympas. Donc en fait, c'est ça un peu le paradoxe, et je pense qu'il y a une sorte de plafond de verre métropolitain qui fait qu'on doit chercher, si on ne peut pas se les payer, ce que les agents immobiliers appellent des marchés de report. Et j'arrive à ma démonstration. Je pense que c'est ce mécanisme du marché de report qui pousse aussi une génération à aller voir ailleurs. C'est-à-dire à regarder au-delà des métropoles et à se dire, finalement, est-ce que la solution, est-ce que la vie réussie, la vie agréable est bonne? C'est pas aussi, alors sans aller jusqu'aux néo-ruraux à la campagne, est-ce que c'est pas aussi, voilà, des villes d'équilibre, des villes intermédiaires, moyennes, un autre rythme aussi, une autre cadence de vie, donc d'autres jobs, hein, en tout cas une autre équation économique, clairement, que celle des emplois, des marchés de l'emploi des métropoles. Et nous, ça nous a amené, si tu veux, à construire une cartographie qui classe moins les territoires sur une échelle, encore une fois, de densité, mais plutôt de désirabilité avec, on parlait de Wikipédia parce qu'on a une carte assez jolie dans laquelle on voit la popularité des communes les plus requêtées, dont la fiche Wikipédia est le plus demandée par les internautes, rapportée à leur taille. Et en fait, ça te montre une carte à la fois des grandes villes, des grandes agglomérations, mais aussi des littoraux, mais aussi des Alpes,
également de certaines banlieues pavillonnaires, mais plutôt chic, de certains parcs naturels, enfin voilà, de toute une France finalement qu'on appelle dans le livre, parce qu'on aime bien comme ça, des formules un peu fortes, la France triple A. Mais que tu vas trouver, par exemple, aujourd'hui, le marché des stations des Alpes du Nord, c'est un marché jumeau ou cousin du 16e arrondissement de Paris. C'est les mêmes prix, c'est les mêmes clientèles d'ailleurs. Alors il y a moins de biens, il y a moins de chalets à vendre que dans le à Courchevel que d'appartements haussmanniens dans le 16e, mais en tout cas il y a vraiment cette idée que aujourd'hui ce qui est le plus couru, le plus recherché, ce que les spécialistes appellent les marchés les plus tendus, bah en fait tu vas les trouver à Nantes, à Bordeaux, mais pas que. Voilà, tu vas les trouver aussi dans le bassin d'Arcachon, tu vas le trouver sur le littoral breton, tu vas à La Rochelle, dans les stations. Dans les villes de villégiature, et c'est ça qu'on essaie aussi de montrer, et c'est vrai que le Covid nous aide beaucoup parce que c'est quelque chose que tout le monde est en train de voir clairement. Voilà. Alors et en contraste, il y a aussi cette au contraste ou en vis-à-vis quelque part, il y a la France backstage, tout le back office, tout ce qui fait exister aussi la France triple A, auquel vous prêtez beaucoup d'attention. Alors oui, il y a ce report, il y a ce slogan là, tous à la campagne, qui résonne avec ce que tu disais sur le doute posé sur la métropole, le doute qu'a la métropole, mais surtout les habitants et une génération de nouveaux habitants potentiels. Et avec cet exode urbain qui a été promis par certains après le confinement, qui a sans doute pas eu lieu, puisqu'on n'a pas de départ en masse, en tout cas c'est pas un exode. Par contre, il s'est certainement pas rien passé. Si on parle des petites villes, des villes moyennes, du rural aussi, c'est sans doute aussi que la focale médiatique, elle a bel et bien suivi quelqu'un. Il y a bien eu des déplacements. Alors, vous esquissez des choses dans le bouquin, mais depuis, tu suis aussi ces questions attentivement. Qu'est-ce que tu sens dans ces territoires ou pour ces territoires ? Tu veux dire les territoires justement qui seraient concernés par un rééquilibrage de population dont on a finalement beaucoup parlé. Beaucoup ont sans doute aussi rêvé quelque chose derrière, toujours la figure du Parisien, mais là bien vécu, j'ai envie de dire. C'est pas le Parisien gentrificateur, mais là celui qui viendrait conserver l'école ouverte, amener de l'activité économique et restaurer la vieille masure. Là aussi un symbole, et c'est sans doute pas lui qui a débarqué. Où on en est là-dessus ? Alors moi, il y a un phénomène que je trouve intéressant quand même, c'est donc il y a cette panne de l'attractivité, on va dire, je mettrais d'ailleurs dans le même sac les métropoles et les littoraux, et en tout cas les communes très touristiques, parce que si tu prends la presse locale, que moi je lis beaucoup, là j'étais à Strasbourg, donc c'était les dernières nouvelles d'Alsace, mais ça peut être vrai ailleurs, les sujets sur Airbnb, le surtourisme, donc la surconcentration de flux touristiques dans les mêmes endroits qui vont visiter exactement la même chose, donc qui crée de la tension en fait avec les habitants. C'est quelque chose que tu vois dans toutes les communes qui ont affaire à cette attractivité. Et moi je pense qu'à côté de ça, ce qui est en train de s'inventer dans certaines périphéries urbaines, certaines villes moyennes, certaines campagnes également, c'est je reviens à mon axe générationnel, c'est un renouvellement un peu, si tu veux, de la manière, par exemple, un renouvellement de la manière d'être pavillonnaire, voilà, d'habiter le périurbain. Parce que finalement, tu vois, les spécialistes disent, c'est vrai qu'il n'y a pas eu un afflux de Parisiens dans les campagnes, reculés, etc. Mais par contre, il y a tu vois, l'étude POPSU, là, qui fait autorité sur tous ces sujets, là, qui est hyper intéressante. En gros, les conclusions, c'est poursuite des tendances qui est préexistantes, périurbanisation, il parle même de méga périurbanisation, parce que les gens vont de plus en plus loin avec le télétravail qui te permet de ne pas faire le trajet domicile-travail tous les jours. Et c'est vrai que alors il y a tout un jargon immobilier qui est issu de ça, les résidences les birésidentiels, les résidences semi-principales, etc. Et puis derrière ça, pour moi, il y a aussi cette idée que les gens, les jeunes générations avec enfants cherchent quand même encore, tu vois, la maison avec jardin, donc tout ce qui va avec, clairement, parce qu'il y a quand même des choses, il y a quand même des impondérables structurants, notamment le rôle de la voiture individuelle. Et néanmoins, j'ai l'impression que ce qui s'invente, c'est
une forme d'hybridation culturelle entre justement les gens des métropoles et ces territoires qu'on disait plutôt conservateurs, en tout cas à l'abri ou à l'écart du progrès. Et quand je dis du progrès avec un grand P, c'est-à-dire toute cette famille d'innovations culturelles liées par exemple au tiers-lieu, au coworking, j'en ai parlé un peu tout à l'heure. En fait, on voit débouler ça aussi maintenant dans les zones plus périphériques, périurbaines, par le déplacement d'une partie de la population, par aussi une hybridation de la société, enfin une perméabilité à certaines tendances, à certains modes de vie. Et moi, j'ai vraiment l'impression que quand même, cette caricature des urbains contre les ruraux, des urbains contre les périurbains, en fait, elle est de moins en moins vraie, parce qu'il y a des modes de vie qui s'inventent, qui prennent un petit peu, qui picorent en fait aux deux types d'espaces, avec des gens qui sont à l'aise dans les deux d'ailleurs. Si je vais prendre des exemples concrets, le télétravail en lotissement, la permaculture pavillonnaire, je l'ai dit, le tiers-lieu rural ou néo-rural, enfin, il y a quand même la question aussi des zones monofonctionnelles, qu'elles soient commerciales, qu'elles soient d'habitat, qu'elles soient tertiaires, la manière dont, par exemple, elles peuvent être repensées sous l'angle des sujets dont vous parlez aussi dans votre livre, tu vois, elles peuvent être pensées sous l'angle pas forcément de la condamnation en fait et du problème, mais aussi sous l'angle de c'est déjà, elles sont là, elles sont partout. Hein. Donc soit tu te dis, allez, c'est fini, on va avoir des friches géantes, friches d'entrée de ville, zones commerciales désertes, on pourra faire des séries post-apocalyptiques à la Netflix dedans. Pareil pour les lotissements, soit on abandonne, soit on dit, il faut les repenser, voilà, il faut les revivifier, je sais pas, mais il faut partir de l'existant et inventer autre chose. Et pour moi, ça passe aussi par les imaginaires, quoi. C'est-à-dire, tu vois, comment cette hybridation, elle se raconte. Alors, il y a des exemples que je cite parfois. Tu vois, cette base qui est dans le sud de l'Essonne, qui a accueilli la fête de l'UMA récemment, qui est donc une ancienne base militaire. Je crois que c'est la base 217. Peu importe, dans laquelle tu vas avoir à la fois un entrepôt Amazon, de l'agriculture périurbaine, un lieu qui accueille des festivals. Bon, j'étais récemment à Châteaudun. Bon, la mairie a tout un projet autour de l'aéroport, parce que là aussi, tu as une base aérienne militaire. Ouais, je suis très base aérienne en ce moment. Chacun son délire en ce moment. Il y a des séquences à thème. Ouais. Voilà. Et peut-être c'est les jets privés, tout ça. mais en tout cas, il y a ce projet. La mairie donc a récupéré l'aéroport et veulent transformer pour faire des activités de bord de piste, comme ils disent, c'est-à-dire des activités qui sont liées à l'aérien, mais qui ne volent pas, de l'avion à hydrogène, etc. Enfin voilà, je trouve que ce qui est intéressant en ce moment, c'est ce qui se passe dans cette strate urbaine ou périurbaine, et pas ce qui se passe dans les métropoles qui, moi, m'ennuie, peut-être parce que j'y ai trop vécu, ou qu'on en a trop parlé, mais je trouve que je dirais que là où ça se passe est en train de se déplacer. Voilà. Il y a aussi derrière ce parti pris très clair, sur lequel vous parlez évidemment dans le bouquin de cette France AAA, mais aussi de la France Backstage, du périurbain, mais justement avec entre les lignes une forme de revanche contre le misérabilisme qu'on a même dans le terme de périurbain, avec, et c'est souligné plusieurs fois dans le bouquin, aussi une nouvelle génération qui est issue de ces territoires et qui, quelque part, prend le pouvoir, au moins sur la scène culturelle. Est-ce qu'il y a une culture qui est en train d'émerger? Est-ce que c'est le début aussi d'un changement de regard plus collectif là-dessus, sur ces territoires-là, qui sont peut-être périurbains, mais qui sont aussi de la ville, qui sont habités, qui sont souvent aussi bien habités, qui accueillent des barbecues, des piscines, et qui sont peut-être plaza majoritaires, comme vous dites, mais si c'était aussi une vraie culture? Ouais, c'est ça. En fait, nous, on le prend un peu par la bande parfois, ou par l'humour, parce que quand on parle du rôle de Stéphane Plaza dans le choix de la maison individuelle, ou du salon, du double salon, de l'îlot central de cuisine, de la double vasque et tout, ça dit plusieurs choses. Ça dit là, évidemment l'importance pour les Français du logement, du foyer aussi, comme un peu espace refuge.
à la fois, encore une fois, sur le plan, dans le sens littéral et dans le sens sociologique, tu vois, le côté dans un monde qui part en vrille, qui est illisible et imprévisible, ce qu'on maîtrise, c'est quelque part, voilà, son petit carré, son petit bout de jardin, et je pense que le goût des Français pour cet urbanisme-là, cette manière de vivre-là, ne s'est pas démenti, bien au contraire, avec le Covid, ce qui est d'ailleurs une des contradictions les plus flagrantes de l'aménagement, quoi, qui est cette contradiction entre ce vers quoi on va en termes réglementaires et puis en termes même, je dirais, pas moral, mais en termes de discours, tu vois, dominant, c'est-à-dire la fin de l'étalement urbain et l'idée l'espoir de plein de gens de continuer à jouer à ça quand même, quoi. Donc ça, c'est un paradoxe assez fort. Et puis, pour répondre à la question des représentations, c'est vrai que moi, j'ai vraiment l'impression, j'ai cité Nicolas Mathieu, mais on parle aussi dans le livre du secteur visuel et de la photo, avec l'exemple de l'Atlas des régions naturelles, qui est un projet qui est super, de deux artistes qui en fait sillonnent la France justement pas par ses découpages administratifs ou périurbains, mais par ses régions naturelles, qui sont au nombre de 500 à peu près, et qui vont photographier toute la diversité à la fois du paysage français naturel, mais aussi de ce qu'on appelle maintenant un peu l'anthropocène, quoi, c'est-à-dire ce qu'on a bâti, l'empreinte humaine en fait du territoire. Et ça, c'est des projets que je trouve super parce qu'ils sont, pour ceux qui connaissent pas, faut aller sur le site, faut se balader, on mettra les liens. Ouais, tu mettras les liens. Tu peux faire une recherche par période, par fonction. Il y a des items pas possibles, genre ancienne discothèque, piscine. Enfin bon, il y a plein de choses. C'est des lieux un peu dangereux dans lesquels on peut s'égarer pour une soirée ou une nuit même. Oui, on imagine tout à fait on imagine tout à fait des soirées, des raves ou des soirées, des happenings ou des soirées illégales qui pourraient se dérouler dans un peu ces vestiges de la France des 30 Glorieuses. Ou plus ancienne d'ailleurs, ou de la France désindustrialisée. C'est une France des friches, mais c'est aussi une France des bords de route. T'as toute cette tradition aussi à la Deux Pardons qui est assez présente aujourd'hui dans le langage visuel et qui pour moi dit quelque chose de la nostalgie et de la bienveillance vis-à-vis de ces objets urbains ou périurbains ou périphériques qui sont, je trouve, assez dans l'air du temps. Et ça, je pense que ça dit quand même quelque chose, encore une fois, d'une certaine envie de défricher. C'est un peu classique, hein, l'idée que les marges reviennent au centre, dans l'art, dans la culture, mais aujourd'hui, je dirais que même la figure, par exemple, du supermarché ou du centre commercial a été investie par les artistes de manière parfois ironique, complètement décalée, avec beaucoup de distance avec sa fonction première, mais il y a une fascination, répulsion pour tous ces lieux un peu emblématiques de la société de consommation, et t'as aussi toute une vague de vintage dans la série sur les années 80 qui permet aussi de mettre en scène cet urbanisme-là. Et il y avait l'exemple assez américain de Stranger Things qui a beaucoup inspiré, parce que t'as une saison de Stranger Things où toute la saison se passe dans un mall, donc vraiment le centre commercial à l'américaine, le symbole absolu de la société de consommation et de l'étalement urbain. Et je trouve que c'est intéressant de voir que c'est des figures récurrentes en ce moment, des objets récurrents de la pop culture. Et c'est effectivement très générationnel parce que typiquement, tu as aussi une génération qui a grandi dans ces territoires-là, de même que tu as une génération de banlieue qui a pris la parole après les émeutes, et puis qui a après aussi les discours un peu caricaturaux, stigmatisants sur la banlieue pour raconter la vie dans ce territoire. Tu as aussi une génération périurbaine, pavillonnaire qui vient, qui arrive en âge justement de s'exprimer et qui dans les idées, dans les médias, je l'ai dit, dans la photo, dans le roman, parle de ces réalités, évoque ces réalités-là, et une sorte de soft power finalement. Et c'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, il y a des discours qu'on peut plus vraiment tenir sur la France moche et tout. Je pense que c'est aujourd'hui... En fait, je pense que ça serait très mal perçu, et qu'on est déjà dans une autre phase de notre récit territorial commun, collectif. Alors, changement de regard sur le périphérique, oui, sans doute, il s'amorce. On a encore quelques propos sur la France moche, ouais. Qui fait aussi partie des poncifs, notamment de la profession. Ouais. Un autre regard, une autre attention aussi, parce que peut-être que les solutions à nos problèmes d'aujourd'hui sont aussi là, dans les métropoles, certes, mais repensées, mais aussi sur ces territoires. Changement de regard sur la France, en tout cas, c'était l'ambition du bouquin. Pas une petite ambition, vous êtes donné les moyens aussi de
il y a un travail de fond, un travail de recherche, au-delà d'être un bouquin un peu épais, on sent qu'il y a une épaisseur de travail en amont qui est absolument massive. Pour autant, c'est un essai qui ne fait pas 150 pages, il n'est pas polémique, et c'est un succès de librairie. C'est quand même une surprise. Alors, au-delà de la jalousie de l'auteur que je suis par rapport à vos chiffres de vente, qu'est-ce que ça nous dit, ça, au-delà de la satisfaction très légitime de l'auteur, en fait, ça intéresse donc, au-delà d'un petit cercle d'initiés ou de lecteurs de Télérama, ça intéresse donc les Français de regarder leur territoire différemment, de se poser des questions de fond, mais aussi de biais. Qu'est-ce que ça nous dit aujourd'hui sur nos questionnements ou nos façons de lire notre territoire? C'est marrant ce que tu dis, parce que c'est un livre qui ne contient pas à proprement parler de scoop. Même si on essaie, c'est ce que j'ai raconté, on essaie de formuler différemment des choses connues pour avoir un impact. On travaille un peu par concept visuel, très imagé, très incarné. Et les gens souvent nous disent quand ils ont lu le bouquin, ça parle de chez moi, ça parle de ma réalité, ça parle de mon enfance, ça parle de ce que je connais, mais en fait, nous, on est un peu la pilule rouge dans Matrix, quoi. C'est-à-dire, on matrix les gens, comme disent les jeunes, quoi. En fait, ils prennent la pilule, ils lisent le livre, ils disent, ah ouais, en fait, c'est ça qu'il y a autour de moi. En fait, tout le monde sait qu'il y a des entrepôts Amazon et des camions sur les routes. Tout le monde sait qu'il y a des restaurants de tacos. Tout le monde, enfin, peut-être pas, d'ailleurs, mais tout, je veux dire, encore une fois, on essaie de re-raconter, de scénariser des choses que les gens voient sous leurs yeux, mais dont ils n'avaient pas pris conscience de l'ampleur. Et donc souvent, c'est cet effet résonance qui est celui qui revient, je trouve. L'effet résonance, ça veut dire on se voit nous à travers une lecture. Voilà. Donc ça, c'est un premier aspect que je trouve très intéressant. L'autre, c'est que, donc j'ai dit, il n'y a pas de scoop. Et en fait, c'est un titre qui n'est pas un titre à thèse. Souvent, les essais qui marchent sont des titres à thèse. C'est-à-dire, titre à thèse, ça veut dire que la thèse est contenue dans le titre. Là, en fait, La France sous nos yeux, ça décrit justement un programme ça décrit une volonté, en fait. Ça décrit une démarche. On va décrire la France qui est sous nos yeux. Mais tu vois, ça dit pas la France, elle va super bien, ou la France, c'est une catastrophe. Et alors que souvent, ce qui peut faire un succès de librairie, c'est tu entraînes un public qui va s'engager dans la proposition que tu fais, parce que c'est des livres totems, c'est des livres qu'on s'offre. On voit beaucoup ça maintenant dans l'édition militante. Au-delà du contenu, on offre le livre en disant voilà, moi aussi je fais partie de ce combat, je l'incarne, etc. Et nous, c'est vrai que c'est plus neutre, c'est plus. Il n'y a pas que le titre qui est comme ça. Il y a l'ensemble du bouquin, en fait. Il n'y a pas une thèse, même si de façon sous-jacente, il y a un regard, et rendre lisibles les choses, c'est les transformer de toute façon. Mais il n'y a pas le chapitre à la fin qui dit « et donc, vous avez vu tout ça, donc c'est ça qu'il faut faire ». C'est tout sauf un programme politique. Et pour autant, ça parle de politique, et de fait, ça fait politique en montrant des choses de biais. Ouais, tout à fait. C'est pour ça qu'on déçoit beaucoup les gens, notamment les élus, parce qu'il n'y a pas nos 10 propositions pour la France à la fin. Et c'est vrai que je pense que c'est aussi une question de style et alors, c'est vrai que quand tu écris un livre, par définition, tu rentres dans l'espace public, dans le débat public. Donc il faut l'assumer d'une certaine manière. Et c'est vrai que nous, on reste aussi assez en recul par rapport à tout ça. Je pense que ce qu'on veut communiquer au lecteur, c'est quand même le plaisir qu'on a eu à le faire. Dans la démarche, dans l'inventivité, la créativité qu'on y a mis, dans l'humour qu'on y a mis aussi parfois, même souvent. Je pense que ça s'est ressenti pendant qu'on concevait l'objet, et je pense que le lecteur le voit. Il y a un peu de malice, tu vois, il y a un sourire, on se fend pas la gueule en lisant ce livre, mais moi je dis souvent que c'est le livre le moins chiant du rayon des livres chiants. Voilà. En tout cas, c'est une très bonne définition, voilà. Ça correspond tout à fait. Mais je pense qu'il ne faut pas s'excuser de ne pas avoir de thèse affirmée, parce que c'est peut-être ça justement qui donne la force au bouquin. Ouais, c'est ce que tu dis. En fait, il y a un regard, il y a jamais, parce que moi, l'objectivité, la neutralité, même en termes journalistiques, ça m'intéresse pas. Et puis, je pense que plus personne n'y croit vraiment. Mais en tout cas, l'idée de proposer un regard, ça, c'est quelque chose d'intéressant. Et c'est vrai que c'est un coup de poker, parce que les gens rentrent ou pas dans le délire, j'allais dire. Et c'est vrai que
Non, mais moi, les retours que j'ai effectivement, qui sont par définition positifs, parce que ceux qui n'ont pas l'œuvre terminé, en général, n'arrivent pas jusqu'à moi, c'est vrai que c'est vraiment cette idée de raconter avec une certaine proximité sur des sujets qui sont un peu des sujets... des petits sujets qui sont parfois, je trouve, dans le monde des idées, des essais, si tu veux, ça plane très très haut, mais souvent, ce qui est bien, mais souvent on a du mal, à atterrir, voilà, on a du mal à atterrir et on a du mal à connecter ce qui est raconté avec ce qu'on vit, alors que nous, on est plutôt, pour parler dans le jargon consultant bottom-up, quoi, que top-down, c'est-à-dire qu'on part effectivement de ce terrain-là et puis on fait un peu monter en généralité des concepts. Alors des concepts, c'est un grand mot, hein, mais des formules, voilà, des propositions un peu conceptuelles, parce que on trouve que c'est comme ça qu'on arrive à décrire la réalité. Et d'où le détour aussi par les auteurs de fiction, par les films, par les séries, parce que souvent on dit une bonne carte vaut mieux qu'un long discours, mais c'est vrai aussi d'une photo, c'est vrai d'un roman, et tu vois, on introduit le livre en parlant des Gilets jaunes, mais en parlant aussi de Houellebecq comme auteur qui a raconté, tu vois, l'obsession de Houellebecq pour les supermarchés, par exemple. Voilà, c'est des choses qui racontent aussi une partie de cette France contemporaine. Et puis on pourrait parler aussi de la place que le pavillonnaire prend dans la fiction en ce moment, tu vois, qui devient un espace aussi identifié et raconté. Et nous, voilà, notre proposition, elle est un peu... Alors peut-être, c'est ça que j'ai oublié de dire en intro sur la méthode et la démarche, mais on serait un peu entre l'essai Sciences Po, quoi, le reportage journalistique, l'atlas, le côté manuel, atlas des modes de vie, parce que c'est vrai que c'est quand même un gros livre avec plein de cartes, etc. Et puis le côté presque, j'allais dire, PowerPoint d'agence de tendance, quoi, voilà, sur un peu la revue des tendances du moment, aussi parce qu'on parle beaucoup d'aspects commerciaux, on parle beaucoup de marques, on parle beaucoup d'enseignes. C'est quelque chose aussi parfois qui surprend, tu vois, je vois sur un lectorat plus politique, plus sociologique, c'est quelque chose qui surprend parce qu'en fait ça fait partie de la vie, je veux dire, si tu commences à regarder les flux du Black Friday, bon bah oui, la consommation elle est au centre quand même de pas mal d'aspects de nos vies, mais c'est quelque chose qui est tu, ou alors si tu veux, qui va être raconté sous le mode de la pure condamnation morale, tu vois, avec un discours sur la sobriété et tout, qui est super sympa, mais si tu veux, qui est à 10 000 lieues de la réalité du moment, quoi. Qu'on parle, là on est à Noël, il suffit d'ouvrir un catalogue de commercial ou de regarder ce que font les gens pour comprendre qu'on est très 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 loin la transition des modes de vie. Et nous, je pense que ce qu'on raconte aussi, en conclusion, voilà, c'est pas où on va. Effectivement, on ne guide pas le lecteur vers le monde d'après, hein, mais on montre aussi les résistances qu'il peut y avoir à switcher, à basculer dans cette, tu vois, cette transition que, en tout cas dans l'aménagement, dans les territoires, on est tous un peu en train d'anticiper et de construire, quoi. Comprendre où on en est d'ores et déjà. Alors oui, ça parle vraiment de la France, mais de toute la France, aussi du quotidien des Français, hein. C'est donc, c'est peut-être pour ça que ça parle aussi à beaucoup de gens. C'est aussi un outil, peut-être pour l'écrire, ce futur, même s'il n'est pas écrit à la fin, pour écrire le chapitre qui suit. Alors, les auditeurs le liront, hein, le livre. Je pense qu'il faut il faut juste se faire son avis. Et puis, il y a sans doute plein de modes de lecture d'un tel livre où chacun peut aussi aller piocher. Peut-être en continuité de tout ça, ça peut difficilement être une conclusion, mais est-ce que tu as un conseil de lecture pour aller plus loin, continuer un peu dans cette veine? Dans ce que j'ai lu récemment, j'essaie de plus lire d'essais, d'en lire moins. Donc je ne vais pas te citer d'essais, de livres théoriques ou de non-fiction comme on dit, mais plutôt des romans ou alors des œuvres qui justement sont à mi-chemin entre le roman et ce qu'on appelle maintenant le récit, la narration non fictionnelle, c'est-à-dire raconter quelque chose qui a eu lieu, mais avec les bons côtés de la fiction. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup monter dans l'édition parce que ça répond aussi, pour boucler sur nos questionnements en introduction, sur la question de comment on raconte la réalité, la société, dans une période où là, on doute même de la notion de réalité, on fait face à une surcharge informationnelle, et ça crée des dissonances cognitives assez folles, parfois assez déstabilisantes. Un livre dont énormément de gens ont parlé, qui est Le Mage du Kremlin,
que j'aime beaucoup, par un auteur italien qui s'appelle Giuliano d'Ampoli, je crois. Je vais vérifier que je l'ai bien prononcé. Giuliano d'Ampoli, c'est ça. Je crois que le livre est écrit en français, je crois, ou alors c'est une traduction de l'italien en français. En fait, peu importe, c'est un livre qui est extrêmement bien écrit, qui a failli y avoir le Goncourt, il y a toute une polémique autour de ça, bon, peu importe. C'est un livre qui parle d'un conseiller politique de Vladimir Poutine, qui a vraiment existé, qui existe vraiment, mais avec une narration fictionnelle. En fait, l'auteur lui a inventé une vie, et il raconte à travers ça l'ascension de Poutine, les transformations de la Russie, et c'est un ouvrage qui est tout à fait remarquable. Et puis, je conseille aussi aux lectrices et aux lecteurs qui ont l'estomac bien accroché un bouquin que je suis en train de lire d'un collègue qui est aussi un ami, mais c'est pas pour... Enfin, je le cite parce que c'est un livre que je trouve excellent. Donc, c'est l'auteur qui s'appelle Quentin Bruet-Ferréol, et son livre s'appelle « Dieu est un voleur qui marche dans la nuit ». Et en fait, c'est un livre assez fou. Là encore, c'est un roman. C'est une fiction, mais tirée d'un fait réel, qui est un cas absolument horrible de suicide collectif d'une secte, des membres d'une secte américaine dans les années 90 qui s'appelait Heaven's Gate, de gens qui voulaient en fait partir dans l'espace avec des martiens. Et ça raconte comment on est passé des années New Age, des années 70 et des spiritualités alternatives à cette espèce de cauchemar en fait sectaire, et voilà, je suis en train de le lire et c'est super. D'accord. Voilà. Bon ben on s'est donc écarté de la France sous nos yeux. On mettra toutes ces références, quoi qu'il en soit, en commentaire du podcast. Jean-Laurent Casselli, merci pour ce début de conversation qu'on prolongera, j'en doute pas, prochainement. Merci beaucoup Sylvain. Et à bientôt. À très bientôt.